Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Pourquoi autant de triple-double dans la NBA moderne? On n'aura jamais vu autant de performances, autant de joueurs alignés comme ça, des performances statistiques de mutants. Maintenant, même les rookies s'y mettent avec des Lonzo Ball, des Ben Simmons. Que se passe-t-il? Eh bien, je vais essayer via cette vidéo de vous expliquer pourquoi sur les dernières années dans la NBA, on a une explosion du nombre de triple-doubles et pourquoi c'est une performance statistique qu'il faut commencer à relativiser. Et oui, je vais casser l'ambiance, désolé. Alors, c'est quoi déjà un triple-double? Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas forcément des spécialistes du basket, il s'agit de compiler au moins 10 unités dans 3 catégories statistiques différentes. Par exemple, 10 points, enfin, au moins 10 points, 10 rebonds, 10 passes, mais ça peut très bien être, pourquoi pas, 10 rebonds, 10 comptes, 10 interceptions, ça compte aussi. Je vous disais, il y a une explosion du nombre de triple-doubles, et je le prouve, sur la saison dernière, sur la saison 2016-2017, et sur le tout début de cette saison 2017-2018, on a eu environ 130 triple-doubles en cumulé. Alors vous allez me dire, il y a Westbrook, déjà qu'il fausse les chiffres, parce qu'il en a fait plein. D'accord, il en fait 47, mais 47 sur 130, c'est pas lui qui rafle toute la mise. Sur l'intégralité de la décennie 90. Donc entre la saison 89-90 et 98-99, donc sur 10 saisons, eh bien il y a eu à l'époque en NBA environ 375 triple-doubles. Donc, sur les 11 480 matchs, je les ai tous regardés. Je les ai tous comptés un par un sur les 11 480 matchs de la décennie 90. On cumule 375 triple-double, ça fait à peu près 3%. Ça veut dire que dans 3 matchs, vous regardiez 100 matchs, et bien sur ces 100 matchs, il y en avait 3 où, à l'issue, un joueur arrachait un triple-double. Sur les 1470 matchs de 2016-2017 et de ce début de saison, on a 130 triple-doubles, ça fait 9%. On est passé de 3% à 9%, on a fait un x3. Et même si vous enlevez Westbrook, eh bien, on arrive à 6% à peu près de triple-double, donc on fait 2 fois plus. Comment ça se fait qu'il y a comme ça une explosion du triple-double? Est-ce que c'est parce que les joueurs sont plus polyvalents? Est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus grands, plus forts, plus adroits, je ne sais quoi? Pas vraiment. Pas vraiment, vous allez voir. Vous allez voir, on va passer ça au crible. Alors, marquer au moins 10 points, on est d'accord, c'est pas un problème. Ça ne l'a jamais été en NBA, marquer des points, ça ne l'a jamais été. Donc marquer des points, il n'y a pas de souci. Faire au moins 10 passes décisives, parce que le cas de figure le plus courant, c'est au moins 10 points, 10 rebonds, 10 passes décisives. Faire au moins 10 passes décisives, eh bien regardons ça de près. En 2016-2017, c'est arrivé 555 fois. Et à l'issue de la saison régulière, 555 joueurs ont fini un match avec au moins 10 passes décisives. Comparons. Voyons l'évolution de ces données. En 2006-2007, c'était arrivé 525 fois. En 96-97, tiens la décennie 90 dont je vous parlais juste avant, c'est arrivé 605 fois. Et dans les années 80, par exemple sur 86-87, c'était arrivé 671 fois. Donc, eh bien, il n'y a pas une explosion du nombre de passes décisives. Il y a même au contraire, par rapport aux années 90, eu un petit peu moins de matchs où un joueur finissait avec au moins 10 passes décisives. Donc, être en capacité d'aller chercher 10 passes décisives, eh bien, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé dans la NBA. Donc, aligner 10 points, 10 passes, ça a toujours été fréquent finalement. Et nombreux arrières, nombreux ailiers finissaient des matchs avec au moins 10 points, 10 passes décisives, même éventuellement des pivots dans les années 90. Il y avait prise à 2 sur eux, ils ressortaient sur un tireur, ça générait des passes décisives. Donc, la nouveauté, elle n'est pas là. C'est pas là où est venu exploser les données statistiques pour créer du triple-double. La vraie nouveauté, c'est que les arrières qui alignaient 10 points et 10 passes décisives, eh bien ils arrachent aujourd'hui aussi 10 rebonds dans la foulée. Donc l'explosion des triple-doubles, elle est due à une explosion en fait de la capacité à aller chercher les rebonds, notamment pour les arrières et les ailiers, parce que, souvenez-vous du tableau que je vous ai montré au début, les faiseurs de triple-double, les Westbrook, les Harden, les LeBron James, les Simmons, les Lonzo Ball, etc., c'est des arrières ailiers. Regardez le top 20 des rebondeurs
en moyenne par match sur les 30 dernières années chez les arrières, chez les arrières ailiers. Eh bien, on remarque qu'il y a 6 joueurs contemporains. Il y a 6 joueurs actuels avec Westbrook, Simmons, Harden, Lonzo Ball. Donc, il y a effectivement une nouveauté de voir des arrières ailiers avec autant de rebonds. D'ailleurs, si effectivement on fait abstraction de Jason Kidd sur les 30 dernières années, eh bien, il reste plus grand monde. Il reste Fat Lever de l'époque Nuggets, mais c'est l'époque Nuggets complètement folle où on jouait 130 possessions par match. Et il reste un peu de Michael Jordan, un peu de Clyde Drexler, un peu de Magic Johnson, bref, il reste les tauliers. Donc on a vraiment une explosion, si vous voulez, du nombre de rebonds pris chez les arrières et les ailiers. Alors à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie d'intérieurs rebondeurs dans la NBA? Bah, sur cette saison, regardez. On a 14 joueurs à au moins 10 rebonds par match. Et sur ces 14 joueurs, il y a des Drummond, il y a des Jordan, il y a des Whiteside, il y a des Cousins, il y a des Howard, il y a des Capella, il y a des Jokic, il y a des Embiid, il y a des Kanter, il y a des Gobert, bref, il y a plein de pivots. C'est pas une problématique il y a moins de pivots qui prennent des rebonds. Si vous comparez avec 94-95, eh bien, on retrouve également 14-15 joueurs à au moins 10 rebonds par match, et ces années 94-95, c'est l'âge d'or des pivots. Avec les Mutombo, les O'Neal, les Ewing, les Olajuwon, les Robinson, pourquoi pas les Divac? Donc, c'est pas une question de il y a moins de pivots dans la NBA. On regarde que finalement, les proportions sont les mêmes. La vraie raison, c'est qu'il y a eu une explosion du tir à 3 points. Attends, quel rapport? Vous allez me dire, mais attends, mais quel rapport, Blatt? Je comprends pas. Vous allez voir où je veux en venir. Vous regardez 15 ans en arrière, vous faites une projection sur les 15 années en arrière, sont présentées ici les moyennes dans la NBA. Donc la moyenne pondérée de toutes les équipes, de ce que donnent toutes les équipes. On a sur cette saison 2017-2018 en moyenne une trentaine de tirs à 3 points tentés par match. Vous regardez 15 ans en arrière, je ne vous parle pas de la préhistoire de la NBA des années 60. Il n'y avait pas de ligne à 3 points, vous me direz, mais, ou du début des années 80. Je ne vous demande pas de regarder 30 ans en arrière, je vous demande de regarder 15 ans en arrière. Quand Kobe et Shaq gagnaient leur premier titre avec les Lakers. Enfin, gagnaient leur premier three-peat, si vous voulez, avec les Lakers. On en tentait 14. Et la moyenne de réussite sur les tirs à 3 points, elle est plus ou moins stabilisée. On est entre 35 et 36%. Donc on a beaucoup plus tiré de loin, avec la même adresse. Donc on a généré beaucoup plus de rebonds défensifs. Et c'est ce qu'on voit ici, regardez. 30 rebonds défensifs en 2003 en moyenne, on est à 34. Plus 50% d'utilisation du tir à 3 points en 5 ans. Plus 100% d'utilisation du tir à 3 points en 15 ans. On est passé de 15 tentés à 30 tentés, je vous le disais. Par rapport à il y a 20 ans, 97-98. Les équipes NBA, elles jouent également en moyenne 10 possessions de plus par match. On jouait très très lentement dans les années 90. C'était tout fou dans les années 80, mais on a rejoué très lentement dans les années 90. Et là, on est en train de revenir au jeu des années 80 très très rapide. Donc, on a d'un côté beaucoup plus de possessions jouées, beaucoup plus de tirs qui sont tentés derrière la ligne à 3 points. Ça génère plus de rebonds en volume par match. En moyenne, on en a un petit peu plus de 4 de rebonds défensifs par match. Vous allez me dire 4, mais 4 c'est que dalle. 4 c'est que dalle. Mais parallèlement avec cette explosion du nombre de tirs à 3 points tentés, on a eu une explosion des rebonds non contestés. Ils sont non contestés parce que ce sont des rebonds longs. Et oui, quand vous tirez à 3 points, vous êtes obligé d'envoyer le ballon plus fort. Donc il arrive avec plus de vitesse, il monte aussi plus haut, parce que plus vous êtes loin, plus vous êtes obligé de tirer fort, de tirer haut. Donc dès lors que le ballon ne rentre pas, que vous ne faites pas ficelle, dès lors que le ballon rebondit sur le cercle, il tombe sur le cercle en arrivant de plus haut, en arrivant de plus vite, et donc, c'est de la physique tout bête, il a plus d'énergie cinétique, donc il rebondit plus loin. Tombe de plus haut, les tirs rebondissent plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des tirs à 3 points, par exemple ici Redick qui tirait à 3 points dans le coin, il envoie son ballon qui monte très très haut, le ballon rebondit sur le cercle, et ensuite, il rebondit loin de la raquette. Donc il passe au-dessus des intérieurs qui l'attrapaient précédemment, et
il retombe un peu, je dirais par hasard, pour caricaturer, dans les mains des arrières. Et voilà pourquoi on a effectivement une explosion des rebonds non contestés. Et c'est d'autant plus vrai que dans la NBA, il y a 0 écran retard entre les arrières ou entre les ailiers. Les seuls à faire des écrans retard, c'est les intérieurs, mais au-delà de la raquette, il n'y a pas d'écran retard. Les joueurs, généralement, ils anticipent le repli. La règle tacite en NBA, c'est si vous êtes en dessous de la ligne des lancers, attaquez le rebond offensif. Si vous êtes au-dessus, anticipez le repli. Il y a souvent énormément de replis. Et résultat, eh bien, les extérieurs, ils peuvent tranquillement se présenter et ils ont le ballon qui leur tombe dans les mains. Voilà où je veux en venir. Ajoutez à ça la tendance actuelle des pivots qui s'écartent pour tirer à 3 points. 23 intérieurs sur cette saison tentent au moins un tir à 3 points par match. On était à 9 en 94-95. Et encore sur ces 9, il y a beaucoup d'ailiers. J'ai mis ailier fort intérieur. Je vous dis, il y a beaucoup d'ailiers parce qu'il y a des Clifford Robinson, il y a des Detlef Schrempf, il y a des Derek McKee qui jouaient plus souvent ailier que ailier fort, mais qui sont intégrés, si vous voulez, dans la liste des intérieurs. Donc, il n'y avait quasiment pas de pivot qui tirait à 3 points dans les années 90. Il y en a énormément maintenant. Et forcément, ils sont derrière la ligne à 3 points. Donc, ils ne sont plus dans la raquette en capacité d'arracher les rebonds. Et ça ouvre encore plus de perspectives pour aller attraper des rebonds pour les joueurs non intérieurs. Et prenons un exemple très 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 concret. Avec un meneur qui est un très très bon rebondeur, Westbrook. Sur cette saison, il est à 8,4 rebonds par match. J'aurais pu prendre la saison passée où il est à plus de 10 rebonds, c'est pareil. 80% des rebonds arrachés par Westbrook sont des rebonds non contestés. Regardez, c'est ce qu'on voit ici. 80% de rebonds non contestés. Et en fait, quand vous regardez dans le détail d'où proviennent ces rebonds non contestés arrachés par Westbrook, eh bien vous vous rendez compte que la moitié en fait des rebonds que Westbrook, précisément ici, va arracher, sont issus de 2 points très longs, donc c'est-à-dire des paniers tentés à mi-distance à plus de 6 mètres du cercle, ou des tirs à 3 points. Donc effectivement, on retrouve cette explication des rebonds longs sur des tirs de loin qui rebondissent loin du cercle, et comme Westbrook se tient loin du cercle, eh bien ça lui tombe un peu dans les mains. Évidemment, je caricature. Évidemment, il faut avoir un sens du rebond, il faut bien se positionner, etc. Mais reconnaissez qu'entre jaillir dans la mêlée, arracher un rebond au-dessus de 2 autres joueurs pour vraiment sécuriser la fin de possession en défense et avoir un rebond qui vous tombe dans les mains non contestées, les qualités de prise de rebond ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que je veux vous présenter. Autre exemple, James Harden la saison passée. Il était à 8,2 rebonds par match. 80% de ses rebonds étaient non contestés, étaient pris alors qu'il n'y avait personne dans les alentours. Et 48%, 47,6% étaient également des rebonds issus de 2 points longs ou de tirs à 3 points. Lonzo Ball, cette saison, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ça a fait jaser beaucoup de fans des Lakers, mais c'est factuel. Et moi, j'ai absolument rien contre Lonzo Ball. Il a 19 ans, avec toute la pression médiatique qui lui tombe dessus, évidemment que c'est très très compliqué, mais il est dans le même cas de figure. 78% de ses rebonds sont des rebonds non contestés. Après, il faut aller les prendre, c'est très bien. Tout le monde ne va pas les prendre, il faut aller les prendre, c'est très très bien, mais c'est pareil, 45% des rebonds pris par Lonzo Ball sont en fait issus de rebonds longs sur des tirs à 3 points. C'est un volume qui est complètement énorme. Quand vous y réfléchissez, c'est un volume qui est complètement énorme. Si vous voulez une petite corrélation, je suis allé regarder Michael Carter-Williams. Pourquoi je suis allé regarder Michael Carter-Williams? Parce que dans sa saison de rookie, il a un profil qui correspond un peu à celui de Lonzo Ball actuellement dans la NBA. C'était un joueur qui n'était pas très très adroit en attaque, voire vraiment maladroit, mais qui, au-delà des qualités de scoring, avait une capacité à générer des passes décisives, prendre des rebonds, et puis 2013-2014, c'est la première année où dans la NBA a été mis en place le système de Sports VU qui permet, avec 30 caméras qui patrouillent l'ensemble des terrains de la NBA, d'avoir ces données, ce tracking sur les rebonds. Et bien dans sa saison de rookie, il prenait 6 rebonds par match. Vous allez me dire, c'est un moins bon rebondeur que Lonzo Ball, parce que Lonzo Ball il en prend en moyenne un de plus. Sauf que eh bien, le volume de rebonds non contestés
de Carter Williams est de 70%. On passe de 80 à 70, ça veut donc dire inversement que 30% de ces 6 rebonds pris par match étaient en fait des rebonds où il est allé prendre le rebond alors qu'il y avait à côté un autre joueur qui le voulait également. Donc il y avait une capacité à aller dans la lutte au rebond et à arracher des rebonds que si lui n'avait pas pris, un autre joueur aurait pris. Et c'est là où c'est intéressant. Et regardez, eh bien, ces rebonds pris sur des tirs manqués à 3 points ne représentent que 30%. On est à 50% chez les autres, 30% chez lui. Donc effectivement, moins de volume de tirs à 3 points déjà en 2013-2014. Et effectivement, moins de rebonds longs, donc moins de rebonds pour les arrières. On en revient toujours à la même chose. La pénibilité, si vous me permettez l'expression, pour aller chercher du rebond défensif, parce que on parle bien d'une explosion des rebonds défensifs. Le volume de rebonds offensifs chez les arrières est resté le même. L'explosion du nombre de rebonds défensifs, la pénibilité pour aller chercher ces rebonds, elle est beaucoup moins grande que dans les années 90. Et c'est notamment vrai pour les petits de la NBA qui peuvent maintenant aller chercher des rebonds. On peut moissonner au rebond défensif sans être particulièrement agressif ou sans être particulièrement dans la lutte physique et en puissance. Vous regardez des James Harden, vous regardez des Westbrook, très souvent ils se présentent sans vraiment lutter pour arracher leur rebond. Je ne sais pas pour minimiser le fait qu'ils prennent les rebonds, mais c'est un point à avoir en tête qui est très 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 important. Et tout ça pour vous dire qu'il faut, à mon sens, un petit peu désacraliser la variable triple-double. Parce que finalement, on n'aura jamais eu autant d'opportunités pour des joueurs qui faisaient déjà 10 points et 10 passes décisives d'aller rajouter 10 rebonds. Et le fait d'enregistrer un triple-double, eh bien, c'est finalement une simple addition arithmétique, bien entendu, mais dans un contexte qu'il faut avoir en tête, qui est celui-là, qui est beaucoup plus de possessions jouées, des rebonds qui sont beaucoup plus faciles à aller chercher pour les extérieurs, et donc des conditions qui sont beaucoup plus optimales pour aller chercher ce triple-double. Et pourquoi je vous dis il faut le désacraliser? Parce que quand vous regardez les évaluations avec le game score, qui est une variable pour indiquer la performance d'un joueur sur un match créé par John Hollinger, c'est sur BK Référence, qui est également celui qui a inventé le PER, donc c'est, si vous voulez, une évaluation qui a ses forces et ses faiblesses, c'est toujours qu'une addition arithmétique, mais toujours intéressant pour avoir ça en tête en termes de qualité de match. Eh bien, vous remarquez qu'il y a beaucoup de joueurs sur cette saison qui ont fait des triples-doubles avec une éval qui est somme toute moyenne. Alors là, il y a un 22 chez James Harden contre les Hornets. C'est très très bien, sauf que James Harden, il a fait plein de meilleurs matchs avec plein de meilleurs évals sans forcément avoir fait de triple-double. Là, on est du côté de OKC avec Westbrook. Regardez, il a fait des matchs avec 17-10 d'éval en faisant un triple-double. Et à contrario, il a fait d'autres super matchs où il n'a pas forcément fait de triple-double. Par exemple ici, 27 points, 6 rebonds, 5 passes, et il a 20 d'éval sur le match. Allons du côté des Lakers, allons du côté de Lonzo Ball. Regardez, il fait un triple-double face aux Nuggets. Très très bien, on dit waouh, il fait un triple-double, c'est le plus jeune joueur de l'histoire, machin truc. Son éval sur le match, c'est 15. Je dis pas que c'est pas une bonne performance, c'est une très bonne performance. Mais le fait qu'il ait enregistré un triple-double ne fait pas de sa performance dans le match une performance de mutant hors du commun. C'est une très bonne perf, mais il faut la désacraliser un petit peu. C'est ça que je veux vous dire. Et puis, si on va du côté des Sixers, du côté de Ben Simmons, eh bien on remarque qu'il a fait un match face à Indiana où il enregistre un triple-double, il a 16 d'éval. Ce qui est très très bien, mais c'est pas non plus, malgré le triple-double, une performance de mutant comme on peut l'avoir dans d'autres matchs où il n'a pas forcément fait un triple-double. Et puis il y a des antithèses. Une très bonne antithèse, c'est Tatum du côté des Celtics. Tatum du côté des Celtics, il n'a pas fait de triple-double. Ses stats en moyenne par match sont loin
d'effectivement des stats en extrême polyvalence, en tout cas si on lit comme ça rapidement les stats brutes, et pourtant il a fait plein de matchs avec 18, 17, 19, 18 dévals, donc des très 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 bonnes perfs, où il a été à 3 rebonds, il a été à 4 rebonds, peut-être pas de passe décisive, il a été certes moins en polyvalence, mais il a été très impactant. Tout ça pour vous dire que la variable triple-double, elle est très 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 intéressante, ça fait vendre, c'est spectaculaire, ça fait des compilations de stats qui sont énormes, mais relativisez-la dans le contexte actuel. Et moi, ce que je vous dis, c'est à quand une stat significative, une stat de match qui serait vraiment parlante, mais qui serait contextualisée. À quand cette stat-là? Alors oui, il faudrait faire quelques petits calculs, on pourrait pas prendre la feuille de match et dire « Ah ouais, il a fait un triple-double, faudrait sortir une petite calculette, c'est chiant, ça fait pas rêver. » D'accord, mais ça serait vraiment pour moi significatif. Par exemple, une stat toute simple, où on aurait un joueur qui marque 20% des points de son équipe, qui prend 30% des rebonds de son équipe, et qui distribue 40% des passes décisives de son équipe. Une stat contextualisée, le 20-30-40 contextualisé. Et ça serait spectaculaire. Parce que en fonction du scénario du match, eh bien, on pourrait vraiment distinguer les performances. Alors, dans les standards moyens de la NBA, ça correspondrait à quoi? Si on prend vraiment la moyenne, ça correspondrait à du 21 points, 13 rebonds, 9 passes. Vous allez me dire, mais c'est quasiment un triple-double. C'est quasiment un triple-double, mais contextualisé. Parce que faire 20 points, 10 rebonds, 10 passes dans un match où le score final c'est 125 à 115 et où il y a eu 115 possessions jouées, c'est pas tout à fait la même que de faire un triple-double dans un match où le score final c'est 95 à 85, où il y a eu beaucoup moins de possessions, où il y a eu un volume de rebonds différent, où il y a eu des potentialités de générer des passes décisives différents. Vous voyez le contexte. Il joue beaucoup. Et puis pourquoi pas imaginer un autre palier, un 30-40-50 pour une perf encore plus mutanesque. Ça pour moi ça serait intéressant. Ça serait vraiment apporter un contexte et effectivement comparer ce qui est comparable dans des matchs où eh bien, les conditions, le rythme, etc. sont différentes. Un petit peu comme le PER par exemple, ou un petit peu comme les box plus-minus, toutes ces stats avancées. Voilà, vous savez tout sur le triple-double. Maintenant, j'espère que vous avez un œil un petit peu plus avisé et éclairé. Nul doute que vous l'aviez déjà. Mais sur cette donnée statistique, vous l'aurez compris, d'une manière générale, les perfs statistiques individuelles, c'est pas forcément ce qui m'impressionne le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les perfs d'équipe. Mais pour ce facteur, cette variable triple-double, eh bien, vous en savez un petit peu plus, et notamment pourquoi ça a explosé dans les dernières années. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.